Bonjour, bonsoir les Bogey Players et merci de nous rejoindre pour cet épisode 1 du 19e trou. Le 19e trou, Pierre, qu'est-ce que c'est? C'est notre émission où on va parler de toute l'actualité du monde du golf et de la petite patte blanche. Oui. Comment vas-tu, Pierre, en ce lundi? Écoute, je vais très bien, j'ai passé un très bon week-end, on a fait un peu de golf, juste quelques remarques sur la météo du samedi, je crois un petit peu de pluie, mais sinon tout va bien. Et toi? Exactement pareil que toi, on a pu aller s'entraîner, voir les copains, jouer au golf, une météo capricieuse, mais c'était vraiment très sympa. Dis-moi, Pierre, qu'est-ce que le 19e trou? 19e trou, comme tu l'as déjà un petit peu dit, mais c'est notre moment hebdomadaire, toutes les semaines, où on va discuter de l'actu du monde du golf et on va le partager avec vous, nos débats, nos opinions, etc. Mais on va aussi faire pas mal d'autres types de formats. Exactement, on va avoir des interviews avec des invités surprises, on va aussi parler de sujets divers et variés relatifs au golf. On va essayer de mettre un maximum de contenu un peu sur cette chaîne YouTube pour vous, nos abonnés, et ça nous fait vraiment très plaisir. Ouais, et de quoi on parle aujourd'hui alors? Et ben aujourd'hui, on va parler BMW Championship, on va parler du livre, on va parler de nos Français et on va parler de nos amateurs français au championnat du monde. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? C'est un très très bon menu. Parfait, ben, je te propose tout de suite, on y va. Et pour commencer, le BMW Championship. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé ce week-end? Le BMW déjà, c'est quand même le tournoi de l'European Tour. C'est là où tous les joueurs viennent. Il y a 8 millions de purses quand même, d'euros. Donc le tournoi de l'année que les joueurs ne ratent pas. Les Européens du Deep World Tour, les Européens du PGA Tour. On a vu les joueurs du Livre cette année. Exactement. Aussi. Puis un gros champ. On avait quand même McIlroy, Rahm, Hovland. Ça reste quand même les joueurs qui jouent habituellement sur le PGA Tour qui étaient là ce week-end. Et on avait 8 petits Français qui venaient jouer à Wentworth. Donc vraiment un week-end, un très bon week-end. Peu de golf quantitativement, mais de la qualité et beaucoup de choses qui se sont passées autour. Exactement. Après, peu de golf. Hein. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui s'est un peu passé ce week-end, bon, malheureusement, la reine d'Angleterre est décédée, donc les joueurs n'ont pas pu jouer un tour, le tour du vendredi. Donc ça s'est fait habituellement, c'est sur 4 tours, et ce week-end, ça s'est fait sur 3 tours, faut le savoir. C'est pour toi, Reine Elisabeth, cet épisode, voilà, on te le dédicace. Et effectivement, un petit peu bizarre, je pense, un vendredi comme ça, de dire on ne peut pas jouer. La reine est morte malheureusement, et donc tournoi sur 3 tours, cut le samedi soir. Exactement. Et donc plein d'opportunités pour plein de joueurs et beaucoup de scores très très bas par contre. Exactement. Il faut savoir aussi que certains joueurs en ont profité aussi pour se scratcher après un premier away tour et aller aux États-Unis. Sergio Garcia, on t'a vu. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais on en parlera plus tard. On parlera de toi, Sergio. Mais comme tu le disais, Pierre, beaucoup de gros scores. Et surtout, la gagne s'est jouée vraiment à très peu de choses. Quand on voit que McIlroy aurait pu gagner avec ses 2 derniers trous, il fait par au 17, il ne rentre pas son putt pour régler le 18 pour perdre un coup face à Shane Lowry. C'est quand même une fin de tournoi comme on les aime sur l'European Tour. C'est certainement la meilleure fin de tournoi à Wentworth de l'histoire du tournoi. Je n'ai pas en tête tous les finishes, mais c'était jusqu'à la fin, tendu, le putt de McIlroy au 18 qui reste au bord du trou. Il fait pas birdie 17 avec un coup de recentrage au bois 3 sous les arbres, enfin absolument incroyable, un finish de fou et des scores, Rahm -10, comment il s'appelle? Patrick Reed, notre ami Patrick Reed. Et par contre j'ai deux questions pour toi. Ouais, dis-moi. L'année dernière, on va comparer l'année dernière et cette année-là. L'année dernière, 4 tours, Billy Horschel gagne. Est-ce que tu sais à combien il gagne? 4 tours, il me semble de mémoire qu'il avait fait le record du parcours, mais je dirais -22, -23. Il a fini à -19 sur 4 tours. Cette année, à bout de 3 tours, ça finit à -18. Quand même, donc le parcours était accessible. Deuxième petite trivia pour toi. Combien de joueurs à -10 ou mieux l'année dernière versus cette année? Encore une fois, 4 tours, 3 tours. Bon, je dirais que l'année dernière, ils étaient peut-être une petite quinzaine, je dirais 12. Et cette année, un peu plus, je crois, parce que c'était assez serré en tête. Donc je dirais, un peu plus de 20, 21, disons. C'était 25 et 32. Donc le parcours, ils se sont fait plaisir. Un peu plus soft avec la pluie, tout ça, les greens qui répondent bien. Évidemment, pour un pro, ça c'est le paradis. Il tire un trait entre sa balle et le drapeau avant de taper et il fait tout droit sur le drapeau.
et il peut vraiment leur faire mal. Et c'est ce qui m'impressionne un peu avec ces mecs de temps en temps, quand le jeu, tous les compartiments s'alignent, le parcours en fait c'est un copain, on lui serre la main, on lui dit bah toi je vais te faire mal aujourd'hui, et les mecs ils font -10, John Ram -9 sur les derniers, enfin on en rêve. Bah, et surtout, il faut quand même dire que normalement, quand on fait en dessous du bar, on considère qu'on a battu le parcours. Donc on considère que ces garçons-là battent le parcours assez facilement. Le parcours, entre guillemets, ne résiste pas face à eux. Et c'est vrai que les conditions, voilà, c'était un peu soft s'il avait plu. Ça permet pour ces joueurs-là qui connaissent leur distance à la perfection, un petit peu de se balader sur le parcours. Alors après, se balader, on s'entend. Moi, sur un parcours soft, je me balade pas. Un peu dans la forêt, un peu, mais pas plus. Mais voilà, ces joueurs-là, ils sont surentraînés, ils savent exactement leur distance au mètre près. Enfin, ça reste leur métier aussi, Ouais. Ils s'entraînent au quotidien. Nous, ça reste un hobby. Mais voilà. T'es exigeant, mais j'aime bien ça. Et on a eu Rick qui a fait -9, qui portait un peu les espoirs du livre pour qu'un joueur du livre gagne sur l'European Tour, qu'il soit encore autorisé à jouer. Voilà, il y a eu pas mal de controverses par rapport à ça, le livre, les joueurs qui pouvaient jouer. Donc beaucoup de choses on va continuer à parler à mon avis. On n'a même pas parlé du vainqueur pour le moment en fait. Non, pas encore. Non. Et cette finale un petit peu entre les deux Ouais. Irlandais. Bon, moi personnellement, je dois vous le dire, mon joueur préféré, c'est Rory McIlroy. Non pas parce que je m'appelle Alexandre Rory, mais un peu quand même. Donc voilà, c'est mon joueur préféré. Et bon, sans savoir qu'il a gagné la finale du PGA Tour il y a quelques semaines de ça, avec les 10 millions de dollars qui vont avec. Donc une très belle saison, une régularité que je trouve un peu retrouvée pour McIlroy. Je ne sais pas exactement combien il fait de top 10 cette année, mais vraiment je vais te très dire, régulier. Je vais te le dire. Monsieur Stat. J'ai sorti un petit peu sa saison qui est absolument incroyable, champion FedEx Cup, pas de majeur malheureusement, mais il n'a fait que des top 10 en majeur cette année. Voilà. Que des top 10, il n'en gagne toujours pas, mais il fait des top 10. Il a fait 10 top 10 en 16 tournois cette année, enfin, c'est une saison plus qu'accomplie, et quand tu vois les coups de drive qu'il tape au départ, il n'est pas à plaindre. Non, c'est sûr que si on tapait tous les mêmes drives que lui, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes sur le parcours. Même si tu t'en approches un peu de temps en temps. Voilà. On fait ce qu'on peut. Sinon, j'ai vu quoi moi? J'ai vu Victor Hovland qui était en tête avant le dernier tour, qui finit moyennement, décevant, 5e. Enfin, il fait une saison un petit peu mitigée comparé un peu à l'année dernière, à l'année d'avant où il était vraiment très très bon. Je trouve que voilà, il est capable de scorer bas encore cette année. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il peut scorer bas, mais il manque un petit peu cette fougue et cette pas une question de motivation, mais peut-être un petit peu d'ambition sur le dernier tour ou de pression qui monte un petit peu trop peut-être sur le dernier tour. Effectivement, j'ai pas ces résultats. Je serais curieux de savoir combien il a gagné de tournois cette année, et j'ai envie de dire que c'est 0 ou peut-être 1 à Dubaï en tout début de saison, le Sling.io, un truc avec McIlroy qui était là. À checker, je n'ai pas les infos, mais moi c'est un de mes joueurs préférés, j'adore son swing et ce qu'il fait. Je crois qu'il a beaucoup bossé sur son chipping qui était vraiment moyen passant pro. Maintenant c'est bien mieux. Il est là pour être le numéro 1 européen sur les prochaines Ryder Cup. C'est lui la star européenne. Encore un nordique qui va percer, qui va faire une grosse carrière. Je n'ai pas de doute à propos de ce joueur. Et le dernier petit truc que j'ai vu, qui est un petit peu triste au final, mais c'est que Francesco Molinari, ça faisait 18 mois qu'il n'avait pas fait de top 10. 18 mois. Là, c'est son premier top 10 depuis 18 mois. Quand tu penses à ce joueur qui était avec Tiger au Masters en 2018 ou 2019, j'ai pas la... Faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, je suis pas sûr. Et plus récemment, 2018, la Ryder Cup en France. Et où il était en feu son la Ryder double Cup. avec Tommy Fleetwood, un petit peu leur folie sur les réseaux sociaux. C'était quand même un joueur incroyable, il y a encore très peu de temps de ça. C'est un super joueur, et tu te dis, c'est dur le golf. S'il y a des moments, tu as la confiance et ça marche bien, comme Rahm qui te fait un petit -10, et après tu as des joueurs qui perdent la confiance et terminé, quoi. Et le dernier petit truc que j'ai vu, c'est Shane Lowry, le lendemain de sa victoire, où déjà il y a une vidéo qui a tourné, où on lui a dit tiens, il faut que tu te lèves à 6h45 demain, il était là, merde. C'est pas gagné. Merde. Et il est en photo dans son Uber, son taxi, je ne sais quoi, avec une tasse de café ce matin et encore dans la même tenue qu'hier. Donc il a dû bien s'amuser. Et je pense qu'il a fêté la victoire comme il se doit. Ça serait l'un avec desquels, tu vois, j'aimerais passer une soirée, tu vois, et voir comment ça se passe. Je pense que c'est pas le dernier. Et ça a l'air d'être un bon mec. McIlroy, il était hyper content pour lui qu'il gagne. Il est venu le dire, je suis tellement content que ce soit on l'a vu toi d'ailleurs, qui gagne. peut-être vous aussi sur les réseaux sociaux, cette vidéo, que ce soit tellement
Il était vraiment content que ce soit lui qui gagne. Et surtout la belle phrase de Shane Lowry, tu peux pas tout gagner. Ouais, non, bon, bah, ça... c'est normal. Il a pas énormément gagné McIlroy, mais il a été pas de majeur. Pas de majeur cette année. Pas de majeur cette année. Mais il a quand même été là pour la gagne un petit peu sur beaucoup de tournois cette saison. Donc c'est marrant. Et Rory doit être assez heureux que ça soit pas un joueur du livre qui gagne parce que voilà, beaucoup de critiques et de mots cette semaine, ces 10 derniers jours sur ces joueurs qui sont autorisés à jouer. Donc je pense qu'il est très très content que ça soit un pur et dur European Tour, un petit peu PGA, même s'il joue un petit peu moins que d'autres Européens, qui a fini deuxième à un US ou exactement, il y a quelques qui a gagné un British Open, exactement. Donc voilà. Récemment. Donc je pense que ça lui faisait très plaisir et je pense que tu as quelque chose d'autre sur ce BMW là de ce week-end. Non, on va parler des Français. Voilà, on va parler un peu des Français dans la prochaine séquence, là, mais bon. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Si vous n'avez pas vu, on vous a fait un petit récap. Tout ça pour vous dire que c'était un gros tournoi, c'était le gros tournoi de l'année. Encore une fois, comme l'a dit Pierre, je pense que voilà, McIlroy avait à cœur que ce soit pas une personne du livre qui gagne. Il y a beaucoup de tensions en ce moment. On va peut-être en parler dans un futur segment. Mais voilà, je pense que c'était un beau tournoi. On était content d'allumer Golf Plus cette semaine pour pouvoir le regarder à la télé, même si on l'a pas vu vendredi. Et je pense que maintenant, écoute, on va parler des Français. On va parler des Français. Les Français, cette semaine, ils étaient 8. Il y avait Mathieu Pavon, qui nous a fait une très 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 belle semaine, qui finit dans le top 10, avec une 9e place, de très bons scores et un -7 le dernier tour, pour voilà, aller chercher un peu de cash et un très très beau top 10 sur le tournoi de l'année. Et sans oublier que personnellement, il est quand même papa depuis 4 mois. Donc ça veut dire que voilà, on a peut-être des parents un peu qui nous regardent et je pense qu'un enfant de 4 mois, c'est quand même pas facile de quitter la maison pour aller faire des tournois un peu à l'étranger. Et je pense que ça travaille aussi un petit peu dans la tête et on sait que la tête c'est hyper important en golf. Donc une super performance pour ce Bordelais d'origine. Voilà, je trouve la vie ne doit pas être trop reposante quand il est à la maison. En plus, quand il est pas à la maison, il est pas avec le Wamba. Donc, mais enfin, c'est super. Il fait une belle saison. Il est à la Race to Dubai. Il vient de passer dans le top 50 grâce à ce finish. Donc, ça lui fait rentrer dans les 60 qui vont à la finale de l'European Tour pour le moment. Donc, une super nouvelle, une super semaine, des birdies. Et vraiment un super joueur qui, je crois, il se sentait bien en fait depuis la fin de son deuxième tour. Il a très bien fini son deuxième tour et le lendemain, le troisième tour, il est arrivé au practice, il s'est senti en confiance et il s'est dit c'est aujourd'hui qu'on peut claquer une grosse carte. Il en a claqué une bonne. Il a failli être leader au clubhouse au 18, quand il fait pas birdie 17-18 il me semble. Il aurait pu rejoindre Patrick Reed en tête au clubhouse, mais voilà, une grosse semaine. Qui nous a fait une belle semaine. On a 6 des 8 qui passent le cut. On va les prendre dans l'ordre, peut-être. Prochain, Antoine Rosner. 50e, 68, 69, 72. On a eu un dernier jour un peu mitigé des Français. On s'attendait un petit peu plus haut. Mais j'ai envie de dire, alors c'est pas mon côté critique, j'adore les Français et ça me fait plaisir de les voir performer, mais souvent, quand même, ça fait quand même quelques temps, hormis Victor Pérez ces derniers temps, qu'on n'a pas eu quand même des Français qui joue vraiment la gagne. Je sais qu'il y a eu Julien Guerrier aussi il y a quelques mois qui était à deux doigts de gagner. Voilà, mais on a quand même souvent, globalement chez les Français, un peu de mal ces derniers tours. On a rarement un Français finalement qui lâche un 65 le dernier tour, qui est un peu loin, ou un 65 pour aller gagner. On a eu Mathieu Pavon qui était pas loin, mais c'est quand même assez rare. Ouais, c'est rare et c'est dommage parce que je pense qu'ils sont... tous les trois dans tous les cas le sont dans le top 50 à la race, c'est des top players. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu aimerais voir qu'on parle du Français qui monte sur le leaderboard d'un jour, que ça soit un Français. Après, c'est tellement dur, on le sait. On s'en rend pas compte. J'ai jamais joué à leur niveau personnellement, mais déjà mon propre niveau, ce qui reste un niveau amateur, je tiens quand même à dire que c'est assez compliqué quand même de se dire sur un tournoi, voilà, je vais jouer la gagne et je sais qu'il faut que je joue ce score-là où je suis peut-être en bonne position. Ça reste quand même très compliqué, je l'ai dit. Le golf, c'est dans la tête. Par contre, c'est un bon exemple, c'est que Antoine est 28e avant le dernier tour, où tu te dis, tiens, une bonne carte, comme un peu Mathieu, ça te fait rentrer dans le top 15 sur un gros tournoi. Enfin, évidemment, ça, ils sont motivés, et bon, ils font ce qu'ils vont, avec ce qu'ils ont la journée quand ils jouent. Donc, c'est un petit peu frustrant de les voir finir comme ça, surtout qu'Antoine fait un eagle au 4, mais après, il prend, je crois, 2 mauvais bogeys. Début du retour. 13-15, 14-16, quelque chose comme ça.
qu'il remet et qu'il fait finir dans le par, il me semble. Il fait 72, oui, c'est le par. Donc voilà, des bonnes journées. On a Victor 50e. Il s'est plaint un petit peu de la brume et de la reste qui évidemment n'est pas facile. On a Romain qui fait une journée décevante, je pense qu'il doit être déçu un petit peu de sa dernière journée parce que il faisait des bonnes cartes, c'était peut-être pas les cartes qu'il espérait, il espérait peut-être jouer plus bas. Voilà, il a fait quoi? Il a fait 68, 69. Bon, il était peut-être pas tout de suite dans le premier tiers, mais le 73, je pense que ça il devait être avec Antoine à la 28e place, tu vois, top 30. Et ça, c'est sûr qu'il est déçu parce qu'il joue très très bien là depuis quelques semaines. On l'a vu à Cran-sur-Sierre, je crois, il est à l'Oméga. Exactement, il fait une très belle semaine. Finish. Non, enfin, c'est Antoine. C'est Antoine qui fait mieux d'ailleurs que Romain. Romain qui joue bien en ce moment et ça fait plaisir à voir parce que, enfin voilà, c'est un super joueur, un super mec. Donc c'est cool. Un cut au BMW, autant qu'ils aspirent à mieux, hein, parce que c'est des compétiteurs, c'est toujours une bonne chose à prendre. Et Romain, ça reste le plus gros tournoi, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, Romain, il est 41e à la race, donc déjà encore très très bien placé. Ça reste le plus gros tournoi, hein, il faut le dire. Hein, c'est toujours des points qui sont bons à prendre. On approche petit à petit de la fin de saison. On a pas mal de Français. 8 tournois, ou 7 ou 8. Voilà, et c'est pas, en général, les derniers sont pas les plus gros, les plus richement dotés. Donc c'est vrai que on parle pour l'instant de nos meilleurs Français, mais c'était aussi un tournoi important, je pense, pour ces Français qui n'ont pas pour l'instant conservé leur carte et qui sont plus proches de la 115e place, synonyme de maintien de sa carte pour l'année prochaine. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. C'est le top 115 qui garde sa carte. Parce que l'exemple est Fred Lacroix, qui est rentré vraiment au dernier moment dans le tournoi. Il est rentré le dimanche soir, il me semble, avec les joueurs du livre qui étaient là, etc. Mais Fred, aujourd'hui, il est 121e à la race. C'est 120 qui garde la carte. C'est 120. Ouais, voilà. Mais 120 qui garde la carte, tu vois, tu me mets le doute, mais il faut une grosse fin de saison pour Fred, parce que voilà, on a vu il a fait des très bons résultats, 1 ou 2 en Angleterre où il jouait bien, il a fait des belles cartes. On veut toujours plus de Français qui gardent leurs cartes et qui jouent sur l'European Tour, parce que c'est comme ça qu'on parle le mieux de notre sport. C'est avec ces professionnels qui sont les meilleurs mondiaux dans leur discipline. Fred Lacroix, qui du coup est quand même joueur qui est arrivé très jeune à la Boulie, un Racing Ben du coup depuis plusieurs années, qui a eu un très beau palmarès amateur avec le Racing, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe d'Europe, sous les ordres d'un coach qu'on connaît, Franck Lorenzo Vera. Une très belle carrière amateur. Une très belle carrière amateur. Début très prometteur aussi sur ses premiers tournois, que ce soit sur l'Alps Tour et le Challenge Tour. Il a gagné rapidement, il est monté très vite. Il a fait qu'un an sur le Challenge Tour. Donc il est monté très vite, voilà. Donc là c'est sa 2e ou 3e année, je crois, sur l'European Tour. Voilà, il est encore en apprentissage, ça reste un jeune joueur. Voilà, c'est important pour lui et ce serait bien finalement qu'il garde sa carte cette année. Le yo-yo, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça c'est sûr. Alex, passons à l'actualité du livre. Exactement. On a eu un livre la semaine dernière. Exactement, la semaine dernière. On est un peu en retard. Mais bon. On vous l'accorde. Mais bon, le livre c'était où la semaine dernière? Boston, Massachusetts? The International. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre? Moi j'ai beaucoup aimé. Écoute, c'est certainement la première fois que je regardais vraiment un tour du livre où ils ont eu tout ce qu'ils voulaient avoir, ils l'ont eu. Ils ont eu un finish haletant, des stars qui étaient en haut du leaderboard, victoire de DJ en playoff à 3, Cam Smith qui est là, Westwood qui est dans le mix aussi, enfin plein de rebondissements qui font que ce tournoi du livre était intéressant à regarder. Autant que voilà, je ne suis pas pour l'instant un grand fan du livre et je ne trouve pas que les champs soient vraiment compétitifs pour le moment ou très compétitifs. C'était une bonne semaine. Après, voilà. Qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu as vu toi? Moi, ce que j'ai aimé, c'est le finish. Enfin, tu l'as dit, on commence à avoir quand même pas mal de stars, pas mal de joueurs qu'on connaît un petit peu sur le livre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le putt de DJ pour le playoff. Dustin Johnson, up it goes! Victory for Dustin Johnson on the first. Fontaine, la balle qui rentre dans le trou, qui se relève et qui rentre. Voilà, le livre, voilà, bon, c'est un format, on l'aime ou on l'aime pas, 54 trous, un tour de moins que sur le PGA Tour et l'European Tour, mais voilà, ils ont eu un finish intéressant, il y a eu un playoff,
il y a eu ça s'est joué la gagne avec beaucoup de gros noms un petit peu sur la fin, sur les derniers trous. Voilà, il y a, je sais, les Westwood qui fait bogey au 18, qui du coup est à un coup. Il y a Anirban qui loupe, Anirban Lahiri, l'Indien de l'European Tour, et qui a fait aussi un peu de PGA Tour, qui loupe 1m50 pour Eagle pour aller chercher la gagne. Donc voilà, le livre veut du show, les joueurs leur ont donné du show, donc c'est bien. Voilà, je suis pas non plus un grand fan, je dois l'avouer, mais j'ai beaucoup aimé cette fin-là. Tout ce qui est tournage, le leaderboard, le fait que ce soit un shotgun, le fait que voilà, ils mettent 8 trous à jouer, 9 trous à jouer, on sait pas trop où on se situe. Je suis pas encore un grand fan, peut-être que c'est une question d'habitude aussi, mais ça fait des années qu'on regarde le golf dans son schéma classique, avec ses 4 tours, avec la dernière partie, comme même nous on a l'habitude de la jouer sur les tournois amateurs. Mais voilà, je trouve que c'est un peu mieux. J'avais regardé d'ailleurs le tout premier, où il y avait quasiment personne de connu à part Mickelson. Ça c'était... On sentait que c'était brouillon. Là, c'est un peu mieux, donc c'est encourageant, mais je suis pas encore un grand fan, moi, personnellement. Mais je suis assez d'accord avec toi. Le format reste à être prouvé, validé un petit peu, si vraiment ça amène plus de spectacle qu'un tournoi où tu as toutes les parties qui partent les unes après les autres. Après, maintenant, c'est tout. Le livre bosse sur tous les à côté, bien sûr, un petit peu, où tu as les joueurs qui sont en short. T'as de la musique partout sur le parcours. Style américaine un peu. Ouais, c'est ambiance américaine un petit peu. Tu vas au match de foot américain, t'es en train de manger des saucisses sur le parking, tu vois. Enfin, c'est un petit peu, je pense, cette ambiance-là qu'ils ont envie d'amener, parce que c'est cette ambiance-là qui amène des plus jeunes. C'est ce qu'on a lu, il me semble, c'est que les gens qui viennent voir du livre sont des plus jeunes, sont un petit peu plus, font plus de bruit, etc. Donc c'est vraiment ce genre de spectacle-là qu'ils veulent amener, comme un petit peu le sport plus classique où les supporters, les fans peuvent faire du bruit. Au golf, en général, on nous dit silence, s'il vous plaît, be quiet. Pancarte, be quiet. Là, je pense qu'ils essaient un petit peu de changer ce format-là pour que ça amène un peu plus de spectacle et pour amener plus de gens à regarder du golf. Est-ce que ça en amène plus à jouer au golf? À voir. Mais je pense qu'ils veulent vraiment, et en plus on peut tous le regarder sur YouTube, sur l'équipe, il me semble, c'est en live, enfin, c'est gratuit, donc ça vaut le coup si vous n'avez pas encore regardé de se renseigner de la semaine prochaine. Il y en a un qui se joue à Chicago. À Chicago, effectivement. Donc ça vaut peut-être le coup de jeter un œil, de vous faire votre opinion aussi, parce que voilà, nous on s'est fait un peu la nôtre, on risque d'en discuter dans d'autres épisodes un peu plus en détail et un petit peu dire ce qu'on en pense vraiment. Mais voilà, ils sont en train de faire un plutôt pas mauvais boulot sur le contenu qu'ils proposent à la télé pour les spectateurs comme nous qui voulons regarder du golf avec des joueurs. Les chants ne sont pas encore au niveau où tu te dis tiens, j'ai vraiment envie de regarder parce que je peux pas rater la partie de tu vois, Cam Smith. Autant que j'adore ce joueur, je me lève pas un matin en me disant tiens, il y a Cam Smith qui joue sur le livre, il faut que je regarde. Bon, ça n'arrive qu'avec 1, 2, 3 joueurs, et encore, 3 joueurs, je pense qu'on va un petit peu loin. Mais voilà, c'est mon opinion. C'est mieux, je suis d'accord avec toi, c'est mieux. Mais bon, des commentateurs qui survendent aussi le produit, c'est super, c'est super. Il y avait 5 minutes de pause entre le 18 et le playoff. Enfin, les commentateurs, ils s'emballaient, ah oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, c'est ce petit a priori aussi, ils en font beaucoup. Ils en font beaucoup, moi je trouve qu'ils en font beaucoup. Il y a aussi ce tournoi par équipe, là on peut le mentionner, c'est l'équipe de Dustin Johnson, Patrick Reed, Pat Perez et Joachim Niemann, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le dernier, Taylor Bush. C'est Taylor Bush. Voilà, ils ont gagné, il faut savoir qu'il y a aussi cette compétition, mais finalement c'est très peu mis en avant pendant le tournoi, on regarde beaucoup plus le côté individuel que la compétition par équipe. Alors qu'il y a quand même un gros gain aussi à gagner pour l'équipe, je sais plus combien c'est 1,5 million. En gros, c'est 700, je crois que c'est 750 000 par équipier. C'est 3 millions pour l'équipe, divisé par 4, et 4 millions pour le vainqueur. Donc voilà, DJ s'est fait un petit cool, un peu moins de 5 millions sur les 3 jours. Écoute. Voilà, on en parle très peu de ce tournoi par équipe. Bon, voilà, c'est pas mal, je suis d'accord, c'est plus attractif peut-être. Ils n'ont pas encore réussi à vendre ce truc par équipe, en tout cas pas à moi. Moi non plus, enfin très honnêtement, à part mettre les logos en face sur le leaderboard des joueurs, on s'en occupe très peu, c'est mon avis, je pense que c'est aussi le tien. Alors que il y a du potentiel pour moi pour rendre la chose attractive, parce que le seul tournoi par équipe qu'on a, hormis la President's Cup qui y a bientôt sur le continent américain, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Quailolo. C'est Quailolo. Voilà.
Sinon, ce tournoi par équipe et la Ryder Cup, bien évidemment, le tournoi qu'on connaît tous, et c'est hyper attractif parce que le golf étant un sport individuel, ce côté collectif est aussi attractif, attire un peu les spectateurs, et pour l'instant, moi, ils m'ont pas du tout sur le côté équipe. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire certainement un full épisode sur le livre, d'aller creuser un petit peu, parce que là on en parle, évidemment c'est notre premier de ce style, donc on a envie d'en parler. Je pense qu'il faut qu'on se réserve, qu'on en garde pour un bel épisode sur le livre un petit peu et représenter tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses sur le livre ou on passe au prochain sujet? Non, je pense que voilà, on a décrit un petit peu le livre. Si vous avez des commentaires, vraiment n'hésitez pas à nous les donner, commentez notre vidéo, commentez sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets peut-être, n'hésitez pas. Le livre, c'était notre première fois. C'est aussi un tournoi et au-delà d'un tournoi, un championnat qui est très récent. On s'y connaît pas encore très bien. Ça a foutu un petit peu le bordel dans toutes les associations et organisations PGA Tour, DP World Tour qui ont dû s'aligner. Donc ils sont là pour disrupter un petit peu cet environnement qui était très stable pour le moment. Mais voilà, intéressant de savoir ce que ça vous en dira sûrement beaucoup plus dans les prochains épisodes. Très certainement. Donc voilà. Passons au prochain sujet. Et maintenant, passons un peu sur le championnat du monde amateur qui a eu lieu la semaine dernière en France. Chez nous. Chez nous en France, exactement, sur deux golfs, le golf national et le golf de Saint-Bon-la-Bretèche. Golf de Saint-Bon-la-Bretèche, on connaît un petit peu avec Pierre, c'est un golf voisin du golf de Fourqueux, là où on est membre. Un très beau golf. Le golf national, on le connaît pour l'Open de France ces dernières années, aussi pour la Ryder Cup de 2018. Et pas mal de compètes jeunes. Et beaucoup de compètes jeunes. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce championnat du monde amateur? En plus, toi, tu es allé les voir. Et effectivement, j'ai eu le temps d'aller les voir le jeudi après-midi, il me semble, le deuxième tour à Saint-Nom, où j'ai pu aller voir les 9 derniers trous de nos Français, qui avaient des super parties en plus, qui jouaient avec les Américains et les Danois, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, mais du golf de très très haut niveau, ça envoie des gros parpaings, ça met des putts. Et le parcours à Saint-Nom, ils l'ont un peu découpé. Green avait l'air un petit peu soft, donc permettre d'attaquer les drapeaux. Vraiment, il y a eu des gros scores à Saint-Nom, même au Natio aussi, tu vas me dire. Il y a eu que des très bons joueurs, mais à Saint-Nom, tu as 2 ou 3 moins 9, il me semble. Exactement. Tu as Tom Vaillant qui, moi, ce jour-là, fait moins 7 à Saint-Nom. Ils nous ont fait une super semaine. Julien Salle de Saint-Cloud, Martin Couvrat de Terre Blanche et Tom Vaillant de Canmougin. Exactement. Et surtout, ce qui a été appréciable, moi je ne suis pas allé pour être très honnête, mais apparemment beaucoup de supporters, beaucoup de personnes qui sont venues soutenir nos Français, 150 personnes sur chaque partie. Voilà, c'était vraiment top de voir que finalement le golf aussi intéresse, et même le golf amateur. Alors voilà, on essaye un peu de développer le golf et je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir cet événement en France. Beaucoup de personnes sont venues les suivre. On a eu, comme l'a dit Pierre, comme tu l'as dit, du beau jeu, des beaux scores, l'Italie qui gagne quand même en moins 31. Juste pour vous rappeler un peu le format, on a 3 joueurs qui partent et on garde les 2 meilleurs scores de ces 3 joueurs, et tout ça sur 4 tours. 2 tours au golf national, 2 tours à Saint-Dans-la-Bretèche, donc moins 31. Je vous laisse faire un peu les calculs, ça reste très bas. Ouais, et pour refaire un petit peu le classement pour vous, donc on a l'Italie à moins 31, on a la Suède qui suit à moins 30, les Américains à moins 27, la Norvège à moins 25, l'Espagne à moins 23 et la France 6e à moins 21, où la seule petite frustration que nous Français pourrions avoir, c'est que la France était toujours dans le top 5 après les 3 premiers tours, mais était à seulement 2 coups de la tête. Donc on s'est dit, tiens, on a un remake de 2010. Ça peut le faire. Avec Lopez Lazzaro. Exactement. Parce qu'on a été champion du monde en 2010, il faut le savoir, en Argentine. En Argentine. Lopez Lazzaro, Lévi Vattel. Exactement, c'était ça l'équipe. Donc on espérait un petit peu nous très, très chauvins. Je suis français, François le français. On espérait qu'ils nous ramènent la coupe à la maison une nouvelle fois. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ils ont fait une dernière journée dans le par, un petit peu mitigé, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le meilleur niveau amateur mondial. Et puis bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. 2 coups de la tête avant le dernier tour, finir finalement à 10 coups du vainqueur. On se dit qu'ils étaient loin, mais finalement ça se joue à pas grand chose. L'Italie fait sa meilleure journée le dernier jour avec des gros scores, une carte moins 9 je crois pour les 2 meilleures cartes le dernier tour. Nous on est dans le par, voilà, ça s'est joué là-dessus. Maintenant, dans chaque équipe, il y avait les meilleurs joueurs mondiaux. Ils ont fait moins 9. Celli a été Fabio Celli, Celli. Il avait été le meilleur amateur à l'Open britannique.
Torb Jensen qui a été dans le top 10, dans le top 15 sur le PGA Tour il y a quelques mois. Il jouait la gagne sur les 9 derniers pendant l'été. Voilà. Ça reste quand même des joueurs qui ont déjà l'habitude du monde professionnel. Donc pour eux, une compétition amateur, c'est encore plus simple quand on a découvert ce monde-là. Donc bon, c'est une très belle performance, je trouve, de nos Français. Petit aparté pour Martin Couvra qui fait quand même -9. Non, pas du tout. Non, je confonds totalement. Je confonds avec notre prochain sujet, oui, Pierre. Voilà, je suis impatient de parler de ce prochain sujet, je suis désolé. Mais non, mais ce qu'on peut dire, c'était qu'il y avait certainement les 10 meilleurs joueurs amateurs mondiaux là. Enfin, c'est le top gratin du golf amateur. C'est là où tu vois les Spieth, les Thomas qui jouent il y a 8-10 ans, des trucs comme ça. Exactement. Donc, en général, un bon indicateur de qui sont les prochains pros qui vont très bien jouer. Pouvoir suivre à la télé. Voilà, exactement. Et qu'on pourra débriefer dans 1 an ou 2 ans sur les Boyer Players. Exactement. Bon. Un autre sujet amateur. Alors j'ai anticipé du coup, j'ai anticipé un petit peu, je vous ai un petit peu spoilé. C'est ce que je voulais dire, c'est que du coup nos 3 joueurs français amateurs qui ont représenté la France ont été engagés cette semaine à la Coupe Liniel. La Coupe Liniel, qu'est-ce que c'est? C'est la Coupe de France. La Coupe de France, c'est 3 joueurs qui représentent chacun leur club de licence et qui se retrouvent, du coup, c'était au golf de Chamonix cette semaine. Et en fait, ils se retrouvent sur un format, je vais vous reparler encore un peu format, j'aime bien vous expliquer un peu tout ce qui est format. La structure. Exactement. Je suis quelqu'un de très strict, voilà, je préfère vous montrer un petit peu quels sont les formats. Donc la Coupe de France, c'est 34 clubs qui se sont réunis avec 3 joueurs. C'est 3 joueurs qui partent sur le parcours et on garde les 2 meilleures cartes. C'est un peu similaire. T'as dit 18, 36 ? J'ai pas encore dit 18, 36. Je te coupe la parole. Tu me spoil en plus. Je te coupe dans ton format. Exactement, c'est le format d'Alex. C'est qu'est-ce que la Coupe Liniel. Donc c'est 34 équipes comme je le disais. 3 joueurs, on garde les 2 meilleures cartes et on fait la somme. Et ensuite, après 2 tours, il y a un cut, on garde les 9 meilleurs clubs qui se battent le dernier jour sur 36 trous. Pareil, 3e et 4e tour. Et là, on a eu encore des super scores. Nos Français qui nous ont représentés au championnat du monde amateur ont été encore très brillants. Ils étaient tous là, Tom Vaillant, il finit à combien? Il fait -7, -7, -8, -4. Ça fait -26. -26. Ça tourne là-haut. Merde, on va pas appeler ça les birdie players. Non. Reste au bogey players. On reste au bogey players. Mais Tom Vaillant n'est pas encore dans le podcast du coup. Non, mais lui, il peut appeler son podcast, sa channel les birdie players. Nous, c'est pas notre cas. Non, mais attends, -26 tours. Son club fait -31 pour gagner. Donc, n'importe quel club aurait été content d'avoir un Tom Vaillant. Je pense qu'ils ont gagné avec combien 10 coups d'avance, je crois, sur Saint-Laurent-la-Bretèche qui est 2e. Donc, tu vas me dire, parce que moi je suis monsieur format et monsieur stats. J'ai pas les scores du dernier tour, mais ils n'avaient que 3 coups d'avance. Je pourrais faire le calcul à mon avis. Mais ils ont gagné avec 15 coups d'avance, alors qu'ils n'avaient que 3 coups d'avance le dernier tour. Ils ont eu un petit -4. Enfin, le dimanche, ils ont fait très très belle dimanche. Canmougin qui a gagné, suivi de Saint-Nom. Puis du Paris Country Club. Exactement. Avec du sacré joueur encore, du -4, du -8. Les mecs ils se sont fait plaisir, ils se sont fait très très plaisir. Et c'est dans la continuité de ces championnats. C'est là que tu disais Martin Couvra. Et c'est là, exactement, je me suis trompé, je vous ai un peu spoilé, mais le record du parcours a été fait par Martin Couvra, du coup du golf de Terre Blanche, avec un score de -9. Donc voilà, ça justifie un petit peu sa sélection d'équipe de France. Ça reste un excellent joueur. Il n'a pas été aussi fort cette semaine-là que Tom Vaillant avec son -26, mais il a quand même fait de très belles cartes. Et ça montre que le golf amateur français a quand même de beaux jours devant lui. Il se porte très très bien et ça fait plaisir à voir parce qu'on a envie de les voir être la prochaine génération. Et donc du coup, pour information, le club vainqueur de la Coupe de France est du coup qualifié pour la Coupe d'Europe. Il joue la Coupe d'Europe. Qui se déroulera au Portugal, je crois, cette année. Au Portugal, et maintenant que tu dis ça, ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'on a dit que les joueurs des équipes au championnat du monde amateur étaient invités à l'Open de France? Nos 3 Français? Oui. Non, on l'a pas dit ça. Les 3 joueurs, Martin, Julien et Tom, jouent, je crois que c'est début octobre, le Kazoo Open de France. Exactement. Ils sont tous les 3 invités pour jouer, ce qui est hyper cool parce que je pense que même s'ils ont, déjà joué des Alps Tours, c'est sûr, des Challenge Tours peut-être, peut-être des European Tours, je m'avance peut-être, mais je ne crois pas. Mais c'est une super opportunité pour eux, pour aller. C'est une très très belle opportunité.
Voilà, ils confrontés au meilleur. Exactement. Ils ont un peu regardé et joué avec le gratin du golf amateur. Donc pour eux, d'aller se frotter directement sur un tournoi qui est l'Open de France, un bon tournoi de l'European Tour, ça permet aussi de voir les exigences et l'étape encore à franchir pour aller dans le monde professionnel. Ouais, et je pense qu'on ne connaît pas du tout leur plan au final. Non. On s'avance peut-être un petit peu, mais à voir ce qu'ils font l'année prochaine. Les choix, parce qu'on sait qu'ils peuvent rester amateurs, jouer pro et voir comment ça se passe. Voilà. Il y a pas mal de formules différentes, donc curieux de voir ce qu'ils vont donner dans le futur et en espérant les avoir ici, bientôt en parlant d'eux ici, leurs résultats sur le tour, ça ferait très très plaisir. Voilà, je pense que c'est un peu tout pour les championnats du monde Amateur, amateur, petit volet amateur. Ouais, Voilà, hein. La rubrique amateur, je pense qu'elle est terminée là. Est-ce qu'on passerait pas directement à qu'est-ce qui nous attend et de quoi va-t-on parler dans les prochains épisodes du 19e trou, les prochains événements de la prochaine semaine. Donc, on peut à peu près avoir une idée du menu, du début du menu de la semaine prochaine, où on a 3 tournois pro le week-end prochain. Ce week-end dernier, on n'en avait qu'un seul, donc là, on va être gâtés. On a l'Italian Open. Sur l'European Tour. Voilà, sur l'European Tour, exactement. On a le Fortinet Championship sur le PGA Tour. Et on a un event du Live qui se joue à Chicago. On commence par quoi? L'Italian Open? Allez, l'Italian Open. Écoute, moi ce que je peux déjà noter, c'est que c'est le parcours de la prochaine Ryder Cup. Et c'est important, à Rome. À Rome, exactement. Parcours de la prochaine Ryder Cup, donc des poids lourds quand même pour un Italian Open qui a un purse de 3 millions, ce qui est pas... ce qui est moins de la moitié du BMW. C'est pas énorme, c'était un gros tournoi. Mais on a des sacrés joueurs qui viennent quand même. Mon joueur préféré, donc si vous ne le savez pas encore, moi mon joueur préféré c'est Rory McIlroy, peut-être parce que je m'appelle Alexandre Roy, mais bon, pas que ça, j'adore son swing, j'adore la personne et j'adore le fait qu'il est quand même sur le tour depuis des années et performant depuis des années, vainqueur de majeur, régulier cette année. Donc McIlroy sera là. On aura Fitz, Hovland et Donald, autant que Luke Donald n'est plus un joueur prééminent aujourd'hui, mais il a remplacé Henrik Stenson en tant que capitaine de Ryder Cup, ce qui est quand même une grosse news parce que Henrik est parti sur le Live. Exactement. European Tour, ils ont dit non, pas de capitaine en Ryder Cup qui joue le Live. Voilà. Donc voilà, donc il y a beaux joueurs. Et il y aura aussi beaucoup de Français. Il y a pas mal de Français. C'est un plus petit tournoi, donc je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui rentrent. Mais on aura effectivement 12 Français, dont Alex, je crois que tu as la liste un petit peu. De mémoire, j'ai Pérez, Rosner, Langas, Dubuisson. Et un peu plus loin au classement de la Race to Dubaï, on doit avoir du Julien Ken de mémoire que je vérifie, Greg Avray, Julien Brun, Mike Lorenzo Vera, Robin Roussel, Jean-Baptiste Gonnet, Raphaël Jacquelin. Pas mal de Français. Donc beaucoup de Français, beaucoup d'espoir pour une belle performance française la semaine prochaine. C'est le sprint final, donc il faut venir marquer des points. Il reste 8 tournois, je crois. 7 ou 8. Voilà, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui, comme vous le savez, ne sont pas forcément encore dans le coup pour rester sur le Tour européen l'année prochaine. Pour rappel, c'est les 120 premiers, comme on le disait tout à l'heure. On a vérifié entre temps, c'est bien les 120 premiers qui restent sur la Race to Dubaï, donc sur l'European Tour. Et pas mal de nos Français ne sont pas encore dans ces rangs-là. Et il reste du coup plus que 7 ou 8 tournois pour eux pour faire une belle performance et éviter de retourner faire les épreuves de qualification à l'European Tour et pouvoir garder leur carte directement. Ou descendre sur le challenge qui est un. Enfin voilà. L'ascenseur, c'est jamais bon. Voilà, comme on l'a déjà dit, l'ascenseur. Moi, j'ai un petit truc pour toi. Ouais, dis-moi. Même si j'ai une idée, mais c'est t'as qui gagne le tournoi pour toi? Qui ramène la coupe à la maison en Italie cette semaine? On a vu un petit peu le champ. J'ai une idée pour toi, mais je te pose quand même la question. J'ai le choix du cœur et j'ai le choix du joueur, on va dire. Le choix du cœur. On va dire qu'on pourrait dire qu'il a envie que ce soit un Français, et ça me ferait très plaisir qu'un Français gagne. Mais le choix du cœur, si vous avez bien suivi, c'est McIlroy. Voilà. Si McIlroy doit gagner en Europe, il joue beaucoup aux États-Unis, il joue un peu moins en Europe, hormis les majeurs, que ce soit le British. Voilà. Donc moi j'aimerais bien que ce soit McIlroy qui gagne, mais ça c'est mon choix du cœur. Si je fais un choix un peu joueur, je verrais bien un Français gagner, et notamment le relancer. Je verrais bien un Romain Langas faire un gros tournoi la semaine prochaine. Ça nous ferait plaisir. Ça serait très cool que Romain... Je check juste quelque chose, parce que dans ma liste, je n'ai pas Victor Pérez, et je pensais à Victor Pérez.
Voilà, j'y Ah, pensais. toi, tu joues Victor Pérez. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête? Moi, j'ai un Victor Hovland que je vois très très bien cette semaine. Un peu le choix du cœur. Un petit peu aussi. Mais si je dois argumenter, c'est que ça va être sa deuxième Ryder Cup où il a été très bon dans la première. A spot just on the front fringe. Hoping it takes a little off it. Où avec Rory, ça va être un des fers de lance de cette équipe européenne l'année prochaine. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait envie de marquer les esprits sur le parcours. Autant que sa place, je pense, est assurée, disons. Mais je pense que sur le parcours, il va vouloir faire mal pour marquer les esprits. Après, moi, je pensais justement, côté français, si on avait un petit peu, autant que Victor Pérez a moins de chance pour moi, évidemment, de gagner le tournoi. Mais dans la même veine, je vois Victor qui se dit, allez, Ryder Cup, c'est pour moi cette année. Et c'est le bon moment pour commencer à envoyer du lourd. Il fait une plutôt bonne saison, mais il faut que ça monte en grade pour vraiment aller avoir une chance de Ryder Cup. Je suis d'accord, il est peut-être un peu loin encore pour l'instant. Il manque un peu de bonnes performances. Tu vois, deux grosses victoires. Il manque une victoire avant les sélections, ça c'est sûr. Mais tu vois, la victoire ici, je pense qu'elle est toute. Elle a beaucoup de sens et je checkais parce que je l'avais pas dans ma liste des joueurs de la semaine prochaine, mais il est bien là. Donc voilà, il est toujours valide pour moi dans ma tête. Je vois bien Victor faire une belle semaine, un beau week-end. Bah écoute, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu? On vous l'a dit, il y a aussi un tournoi sur le PGA Tour. Oui, il y a le PGA Tour. Premier tournoi de la saison de la FedEx Cup. On relance la saison 2023 dès septembre 2022. C'est un peu leur principe, étant donné que du coup les finales du PGA Tour se jouent fin août, début septembre. La saison reprend tout de suite. On est plus sur une année. On n'est pas sur une année calendaire exactement. C'est du septembre à août plutôt, en général. Il s'amuse pas sur le calendrier. Et là, c'est le Fortinet Championship. En Californie, Silverado Resort and Spa. Ouais, ok. Je connais pas du tout. Moi non plus. Pas de souvenir d'avoir regardé ça. Et c'est certainement. Je n'ai pas regardé ça l'année dernière. Mais Max Homa, qui est moi un de mes joueurs aussi que j'apprécie beaucoup, avait gagné l'année dernière avec un gros finish devant Maverick McNeely, qui est un jeune joueur du PGA Tour, même s'il a déjà, je pense, 2-3 ans à la ceinture sur le Corn Ferry, puis sur le PGA, qui est un super joueur qui a fini deuxième. À voir, il n'y avait pas encore la liste officielle du finalisé du champ, donc difficile. Je pense que ça va pas être le plus gros tour, c'est sûr. Mais... Après, il y a quand même beaucoup de joueurs President's Cup qui vont venir un peu pour se préparer pour la President's Cup. Ouais, tu fais bien de dire ça, parce que President's Cup c'est semaine d'après. C'est la semaine d'après, et je pense qu'ils vont venir un petit peu. Les équipes ont été officialisées. Les équipes ont été officialisées. États-Unis surtout. États-Unis, pas encore international. Ok. Exactement. Mais États-Unis très récemment, où si on veut vous donner la petite liste des Américains, du coup, très belle équipe, Cup, mais encore une fois, Monsieur Format revient, ça reste les meilleurs joueurs des États-Unis qui affrontent les meilleurs joueurs hors européens, pardon, donc les internationaux, comme on les appelle. Donc la liste des internationaux n'est pas encore sortie, et les Américains, la liste est sortie avec les officials et avec les Captain's Pick. Scheffler, Cantlay, Schauffele, Burns, Thomas et Finau qui sont les automatiques. Spieth, Morikawa, Homa, Horschel, Young et Kisner en pique. Donc voilà, il y aura beaucoup de gros joueurs de la President's Cup, et c'est aussi souvent, on le dit peut-être pas assez, mais les jeunes joueurs professionnels qui viennent d'arriver sur un tour, les premiers tournois, les gros joueurs ne viennent pas forcément, et c'est aussi important pour eux parce qu'ils veulent tout de suite bien performer pour tout de suite marquer des points et un petit peu avoir moins de stress pour le reste de la saison. Tu commences bien ta saison, en général, c'est toujours un petit peu, tu respires un peu mieux, quoi. Tu passes un cut, 2 cuts, tu glisses un top 10 ou truc comme ça t'assure quand même pas mal de points, et je pense ça t'assure de rentrer dans les tournois futurs. Donc c'est une bonne idée de les jouer pour les nouveaux, et de bien les jouer pour les nouveaux. Exactement. Donc, et sinon, au-delà du PGA Tour, il y a le dernier tournoi, il y a le Live. Voilà. Donc 3 tournois, le dernier c'est le Live. Comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est à Chicago, donc c'est sur 3 jours, 54 trous. Pour le coup, Monsieur Format vous dit, le format ne changera pas. Mais voilà, c'est un parcours que je ne connais pas. Non, Rich Aversfam, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien.
Ça reste le dernier tournoi, entre guillemets, officiel aux États-Unis avant un tournoi en Thaïlande et à Jeddah, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Et parce que je crois que c'est le dernier tournoi sera juste une compétition par équipe à Miami sur le Doral. Ouais. Donc voilà, c'est le dernier vraiment tournoi aux États-Unis. Donc bon, ça va être encore pour nous l'occasion de découvrir un peu plus ce livre. Ça va être l'occasion aussi de voir un peu, il y a encore les derniers joueurs qui arrivent un petit peu au compte-gouttes du coup sur le livre. Ouais. On espère encore, comme on a eu la semaine dernière, un beau tournoi, un beau finish, des beaux scores, voilà, de l'ambiance, essayer un petit peu de, même si on n'est pas des grands fans, on a quand même envie que ça marche. Donc on va voilà. pas se plaindre d'avoir du golf divertissant à la télé. Ça, Exactement. On sera les derniers à Ça. se plaindre. Maintenant, tout reste à prouver pour le livre. Et donc, tu disais, dernier tournoi au Doral. Tu connais un peu le Doral, toi. Blue Monster, j'ai joué il y a quelques 10-12 ans maintenant. Donc, avant qu'il soit un petit peu changé, parce qu'ils ont fait beaucoup de changements sur le Blue Monster après que je l'ai joué. Donc, je l'ai jamais joué dans le nouveau format où il y a beaucoup plus d'eau et ils ont fait un très très bon parcours. Autant que c'était un bon parcours, c'était assez large, il n'y avait pas trop de danger à part sur quelques trous. Mais non, mais enfin bon, c'est pas surprenant que ça se passe sur un parcours propriété de Donald Trump, où on sait que Donald Trump est un fervent supporter du livre, qui a fait 1 ou 2 pro-am du livre avec Bryson et Brooks. Donc voilà, c'est pas étonnant que ça se passe là, et même ça tombe sous le sens. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Donc voilà un petit peu pour le livre et la semaine Exactement. prochaine. Voilà ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà aussi de quoi du coup on va débattre et on va discuter du coup dans notre prochain épisode du 19e trou. Donc vous avez un petit peu les premiers insights. On vous invite aussi à regarder un peu de vous de votre côté si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez peut-être rebondir sur certains de nos sujets dans la prochaine vidéo. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si jamais vous êtes d'accord avec nous. Écoute Pierre, je pense que là c'est un peu tout pour notre premier épisode. Hein. On a couvert du bon contenu, beaucoup de choses s'est passé dans ce petit monde ces golfique. 10-12 derniers jours. Et non, et je pense que c'est un premier épisode bien Complet. compact, où on se fait la main, mais Exactement. voilà, on va amener ça toutes les semaines en améliorant le contenu, en nous ce qu'on voit, ce qu'on peut améliorer, et vous ce que nous dites qu'on peut améliorer. Exactement, c'est très important. Et maintenant, le dernier truc qu'on peut leur dire, c'est de liker, de subscribe, Suivez-nous de sur venir les réseaux sur sociaux, les réseaux, les Voguer Players, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Regardez un maximum notre vidéo, laissez des commentaires. Donnez-nous vos feedbacks, même par message privé, par message perso. On est vraiment preneur des feedbacks positifs ou négatifs. On n'est pas des journalistes, on n'a pas l'habitude de faire ça. On a juste envie de parler de sujets qui nous intéressent. Mais on sait qu'on peut progresser, on sait qu'on peut s'améliorer. Et ça, ce sera uniquement grâce à vous. Donc vraiment, suivez-nous un maximum. Abonnez-vous. Et on peut les teaser un peu. Il risque d'y C'est avoir toi qui décides. du contenu de qualité qui C'est toi devrait qui tomber décides. dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc on est très très excités pour ça. Et oui, nous on se lance et voilà, on a envie de passer du bon temps là nous deux ensemble. Là tu as discuté de ça. Exactement. Et on peut leur donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous voilà, mardi de la semaine prochaine sur tous les tournois et tout ce qui se sera passé dans le monde du golf et de la petite balle blanche, comme on vous l'a dit, ce week-end. Et écoute, à part et vous dire, faut que ça zip, moi très honnêtement, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. On ne veut que du zip. On veut que du zip. Que du zip. Donc faut que ça zip. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt la semaine prochaine. À plus. Ciao.